Hollywood, la Maison Blanche et les coulisses les plus sombres de la finance internationale. Voici l'histoire incroyable de Pras Michel, rappeur légendaire des Fujis, entraîné, malgré lui, dans un scandale mondial orchestré par Jolo, milliardaire malaisien fugitif. De fêtes somptueuses à Las Vegas, aux réunions secrètes à Hong Kong et Washington, des millions de dollars volés au fonds souverain malaisien 1MDB ont circulé dans l'ombre, impliquant même Leonardo DiCaprio et d'autres stars hollywoodiennes. Qui manipulait qui ? Jusqu'où l'argent et le pouvoir peuvent-ils corrompre ? Entre tromperie, diplomatie et complots internationaux, Michel Pras se retrouve au cœur d'un procès hors norme, accusé d'avoir servi d'agent pour Jolo et pour un gouvernement étranger. Préparez-vous à plonger dans une histoire de corruption, de pouvoir et de célébrité où chaque décision peut bouleverser des vies et changer le cours de l'histoire. Bienvenue dans l'affaire Jolo et Pras Michel, l'histoire vraie que vous n'êtes pas prêts à oublier. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Pras Michel et le scandale avec le fugitif Jolo, toute l'affaire 1MDB. Je vais tout vous expliquer car là, il y a quelques jours, Pras Michel a obtenu la sentence de sa condamnation. Donc écoutez, je vous explique tout. Alors, ce scandale qui a mis Michel Pras bien dans la mouise, qu'est-ce que c'est ? Déjà, on va remonter en 2017. Plusieurs œuvres d'art appartenant à l'acteur Leonardo DiCaprio se sont retrouvées au cœur d'une enquête au long cours sur le financier malaisien Jolo. Ce dernier est suspecté par la justice américaine d'avoir détourné des centaines de millions de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB, censé œuvrer au développement de la Malaisie. Il aurait, grâce à ces sommes, acquis de nombreuses œuvres d'art pour près de 100 millions de dollars, dont un dessin de Van Gogh, rien que ça, et deux peintures de Claude Monet. Ils auraient servi de caution pour contracter un emprunt en 2014 et selon un média qui a consulté la plainte du département anti-blanchiment de la justice américaine, Leonardo DiCaprio aurait reçu dans des conditions douteuses 2 tableaux Nature morte au crâne de taureau de Picasso d'une valeur de 3,2 millions de dollars et un collage de Basquiat évalué à 9 millions de dollars. Ces 2 œuvres lui auraient été offertes, la première par un proche de Jolo, la seconde par une entité financière détenue à un moment par Jolo. Donc, depuis 2015, 1MDB est au cœur d'une enquête à plusieurs niveaux pour blanchiment d'argent qui a révélé les habitudes de dépenses corrompues du Premier ministre malaisien Najib Razak et de ses associés. Razak et son équipe auraient détourné 4,5 milliards de dollars de 1MDB vers des comptes bancaires personnels et financé des dépenses personnelles exorbitantes. Leurs somptueuses virées shopping internationales ont inclus l'achat d'appartements et de biens immobiliers de luxe à Manhattan et à Los Angeles, des œuvres d'art inestimables, 23 bouteilles de cristal pour le 23e anniversaire de Lindsay Lohan et le financement du film Le Loup de Wall Street. Ça, c'était en 2013. Comment 4,5 milliards de dollars détournés ont-ils pu passer inaperçus ? Eh bien, ils ont été blanchis via des sociétés écrans frauduleuses dans des paradis fiscaux offshore, les Seychelles, les îles Vierges britanniques et sur des comptes bancaires dans le monde entier, notamment en Suisse, à Singapour et aux États-Unis. L'ancienne procureure générale des États-Unis, Loretta Lynch, qualifie cette affaire de la plus grande affaire de kleptocratie de l'histoire des États-Unis. Donc, le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice pour saisir les actifs américains acquis avec ces fonds mal acquis et s'efforçait donc de retrouver la trace de ces fonds et actifs. Donc au cœur de ce scandale, ce fameux Jolo, c'est le beau-fils de Najib Riza Shariz Abdulaziz. Lors de son discours de remerciement aux Golden Globes, Leonardo les a même remerciés personnellement. Donc bien que le tableau de Picasso, celui qu'il a offert à Leonardo, ait été livré avec un mot « joyeux anniversaire », Leonardo affirme qu'il n'avait pas l'intention
l'intention de le conserver. Il devait être vendu lors d'une vente aux enchères caritative annuelle au profit de sa fondation éponyme. Le Basquiat avait initialement été acheté à la galerie Haley Namad de New York en mars 2013 grâce à des fonds contrôlés par Jolo via une entité financière obscure connue sous le nom de Tanore avant d'être offerte à DiCaprio. Donc à ce moment-là, Leonardo travaillait en accord avec le ministère américain de la Justice à rendre des comptes sur les fonds détournés qui ont alimenté le budget du Loup de Wall Street. Il a également proposé de restituer immédiatement les 2 tableaux. Il s'engage à coopérer. Et dans le délire, à part Leonardo, il y avait aussi Kim Kardashian. Ils ont été longuement tous les deux interrogés par le FBI en 2018 sur leur mystérieux lien d'amitié avec le fraudeur malaisien Jolo. Et dans un bureau de Sunset Boulevard en avril 2018, un agent spécial du FBI, un enquêteur de l'IRS, administration américaine chargée des impôts, ainsi que 3 procureurs du ministère de la Justice ont mené un interrogatoire musclé avec Leonardo. Ce dernier avait du mal à se souvenir précisément quant à son amitié avec Jolo. Je travaillais pour lui, disait-il, et ce travail se traduit également par des interactions sociales. Et donc, nous nous sommes plus vus et il y avait plus d'interactions. Donc il dit l'avoir rencontré dans une boîte de nuit en 2010 et il a ensuite établi une relation étroite avec lui. Il le présente comme son homme, my man, tandis que Jolo appelait Léo El Dog. Donc preuve de leur complicité, tous deux ont également rencontré la mère de l'un et l'autre. Et d'après les rapports du FBI, une partie de l'argent sale de Jolo se serait donc retrouvée dans la production du film Le Loup de Wall Street. Donc en plus de financer le film nommé aux Oscars de 2013, le puissant homme d'affaires aurait également offert des cadeaux de luxe à DiCaprio, donc pas que des tableaux. Également une statuette d'Oscar d'une valeur de $600 000 qui appartenait à Marlon Brando. Et bon, tout ça, Leonardo les a rendus aux autorités. Alors, Leonardo a ensuite à plusieurs reprises remercié le Malaisien lors de discours publics. En marge du Festival de Cannes, la société de production Red Granite a organisé une fête gargantuesque ponctuée d'un live de Kanye West. Par ailleurs, Jolo aurait offert une Ferrari à Kim Kardashian pour son mariage en 2011 et aurait été très généreux avec ses amis du show business. Le département américain de la justice affirme que Miranda Kerr a rendu aux autorités un bijou d'une valeur de 8 millions de dollars. Donc on arrive en novembre 2019 et c'est là donc que Michel Prasse rentre en scène. Non, mais je vous le fais rentrer en scène dans l'histoire. Mais lui, pareil, il avait des contacts depuis avant. Donc novembre 2019, par une belle journée d'automne à New York, Prasse Michel, membre fondateur des Fugees, documentariste et figure incontournable de la vie mondaine, se rend à un déjeuner, son premier encart avec une femme qu'il n'a jamais rencontrée. Il est midi lorsqu'il sort de son immeuble de Soho. Il s'engage dans une rue animé, comme toujours à New York, et il aperçoit du coin de l'œil un homme de grande taille qui le désigne du doigt. Soudain, tous les gens ordinaires qu'il y avait dans la rue, qui vaquaient à leurs occupations habituelles, employés du réseau téléphonique, des flâneurs, etc., tout ce beau monde se met à l'encercler. Un homme en costume gris sort d'une voiture garée de l'autre côté de la rue et lui dit « Vous vous souvenez de moi ? Agent spécial Robert Hutchling. Tout va bien, mais nous avons un mandat de perquisition pour saisir vos téléphones. » Comme dans un film. En fait, les passants, c'était pas des passants. Les ouvriers non plus, c'était tous des flics. Donc 4 agents du FBI, 2 en costume et 2 en civil, ont suivi Michel dans le hall de son hôtel. Ils l'ont fouillé, ils lui ont lu ses droits et ils lui ont expliqué qu'il confisquait son iPhone et son BlackBerry. Ils lui ont ordonné de supprimer ses mots de passe également. Il leur a dit « Prenez-le, je n'ai rien à cacher, prenez-le, peu importe ». Il avait déjà été inculpé une première fois et l'intervention du FBI n'était que le dernier épisode surréaliste d'une vaste enquête du ministère de la Justice menée depuis 11 ans. Cette enquête, qui a suivi Prasse de Washington à Bangkok en passant par Hong Kong, a déjà abouti à des plaidoyers de culpabilité ou à des accords d'immunité pour 4 autres personnes, dont un ancien président du comité des finances du comité national républicain, dans le cadre d'un complot présumé visant à détourner des centaines de millions de dollars malaisiens en échange d'une campagne d'influence étrangère contre le gouvernement américain. Vous allez voir qu'après, il y a Obama et tout dans l'histoire. Ça va très loin, ce truc-là. Donc, petit rappel sur Prasse Michel, mais je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur les Fugees. Mais quand même, il est né Prakazrel Samuel Michel et il s'est confié à un journaliste de Rolling Stone
et il dit « Avant, je pensais que me lancer en politique était une façon d'essayer d'aider les gens. Quand on y pense, franchement, à quoi bon faire de la politique? Il n'y a aucune raison, ma vie est super, si ce n'est pour essayer d'aider les gens. » Donc pour la première fois de sa vie, là, il avait 50 ans en 2018, il se retrouve donc avec des démêlés avec la justice, il a des problèmes avec les banques, avec sa société de carte de crédit, il a dû rendre son passeport et il se croit sous surveillance gouvernementale. Ses amis s'éloignent de lui et il dit « Je suis embourbré ». Oui, effectivement, il s'est retrouvé dans une mouise totale judiciaire. Il fait face à une inculpation criminelle colossale qui, abstraction faite des charges spécifiques, s'inscrit dans le cadre d'une enquête vieille de 10 ans impliquant 2 des 3 dernières administrations présidentielles, ainsi que, comme je vous l'ai dit, Leonardo DiCaprio, Goldman Sachs, le magnat des casinos Steve Wynn, Frank White Jr., ainsi qu'une bande loufoque composée de donateurs politiques véreux et d'aspirants agents qui se sont laissés emporter par leurs ambitions, ont enfreint la loi, sciemment ou non, et ont depuis cédé aux pressions gouvernementales, acceptant de témoigner contre Michel Prasse, apparemment pour sauver leur peau. La bonne mouise, comme je vous dis. Donc les ennuis de Michel ont commencé en novembre 2018, lorsque le gouvernement, par le biais d'une procédure, saisit ses biens civils, soit environ 74 millions de dollars lui appartenant, détenus sur 4 comptes bancaires distincts. Parmi ceux-ci figurait un compte de fiducie détenu par son avocat de l'époque, qui travaillait également pour Michel, le conseillant sur ses manœuvres impliquant le ministère de la Justice, tout en occupant, comble de l'ironie, un poste qu'il occupait simultanément au sein de ce même ministère. La situation a atteint son point culminant en mai 2019, avec la première mise en accusation pour 4 chefs d'accusation de contribution illégale à la campagne de réélection d'Obama en 2012. Le gouvernement a proposé un accord à Michel. S'il plaide coupable, une petite partie des sommes saisies lui serait restituée et ses problèmes seraient résolus. Il a refusé l'offre, il était convaincu de son innocence et 2 ans plus tard, dans ce que son équipe de défense qualifie d'acte manifeste de faute professionnelle de la part du gouvernement et du parquet, le gouvernement a lancé contre lui un acte d'accusation supplémentaire qui ajoutait 8 chefs d'accusation, notamment fraude bancaire, dissimulation de faits importants, subornation de témoins, violation de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers, FARA, et travail en tant qu'agent non enregistré de la République populaire de Chine. Donc aussi complexe que puisse paraître l'affaire, tout remonte à la relation de Michel avec donc ce Malaisien diplômé de la Wharton School of Business en 2005, qui s'est aussitôt attelé à l'un des plus grands détournements de fonds de l'histoire. Donc Lo Taek Jo, alias Jolo, alias le Gatsby asiatique, avait ainsi siphonné plus de 4,5 milliards de dollars du fonds souverain malaisien, ou un MDB. Une grande partie du butin a servi à corrompre des fonctionnaires malaisiens. Une part importante a été distribuée aux amis célèbres de Jolo. Des sommes colossales ont financé l'opulence extravagante, un super yacht, des villas, des penthouses, des avions affrétés transformés en boîtes de nuit, des bijoux pour des top modèles et des épouses de politiciens, qui a forgé la légende de Jolo durant ses frasques historiques. De Los Angeles à Dubaï, l'argent volé a permis d'acquérir bien plus que de simples biens matériels. Cela a fourni à Jolo la légitimité et l'influence dont il avait besoin pour faire perdurer la supercherie. Pour le ministère de la Justice, l'affaire Michel Prasse s'inscrit dans un effort ambitieux mené depuis des années pour retrouver l'intégralité des fonds illicites de 1MDB et effacer les traces de l'escroquerie de Jolo. Il s'agit, dans le domaine de la criminalité en col blanc, d'un travail de nettoyage complet, comparable à celui qui consiste à nettoyer jusqu'au dernier oiseau marin et étoile de mer mazouté après l'échouement d'un pétrolier. Quelle belle image. En 2016, les procureurs fédéraux ont commencé par saisir les biens acquis grâce à l'argent de l'escroquerie. Plus d'1 milliard de dollars de biens immobiliers à Manhattan, Londres et Beverly Hills, un jet bombardier d'une valeur de 35 millions de dollars, des œuvres d'art de Van Gogh, Picasso et Monet. En 2018, les autorités fédérales se sont attaquées directement à Jolo et aux banquiers qui ont facilité
et profiter de son détournement de fonds. Goldman Sachs, la banque d'investissement qui a conspiré avec Jolo en garantissant 6,5 milliards de dollars d'obligations pour amorcer le financement de 1MDB et qui a empoché 600 millions de dollars au passage, a versé 2,9 milliards de dollars d'amende au gouvernement pour son rôle central dans cette affaire. Devant le tribunal civil, le gouvernement était déterminé à recouvrer les fonds et à les restituer aux Malaisiens innocents victimes de cette escroquerie. Le ministère de la Justice a averti tous les anciens associés de Jolo, une peine de prison est désormais une possibilité bien réelle. On a fini de blaguer les gars en gros. Et Jolo il est en fuite. Apparemment il serait sous la protection du gouvernement chinois, donc de Xi Jinping. Donc en les inculpant tous les deux, lui et Michel Prasse, le ministère de la Justice présente l'ancien membre des Fujis non pas comme un simple spectateur pris dans les filets de la vaste entreprise criminelle de Jolo, mais comme son principal complice. C'est là où le bas blesse dans le cas de Michel. Michel Prasse et Jolo ont orchestré de concert une vaste conspiration internationale. D'abord pour assurer la réélection d'Obama en 2012, ensuite pour contraindre l'administration Trump à abandonner les enquêtes sur 1MDB, et enfin pour promouvoir une campagne secrète d'influence chinoise à Washington. La défense, s'appuyant sur 2,7 millions de pages de documents, rétorquera que si Michel Prasse se retrouve là, seul bouc émissaire désigné pour les crimes de nombreux complices, c'est parce qu'il a refusé justement de coopérer et de plaider coupable. Donc pour rappel, avant cette infamie, Prasse était célèbre. Il a grandi à Irvington dans le New Jersey, petite ville limitrophe de Newark. Chez les Michel, le dimanche était rythmé par 3 choses: écouter les infos en provenance d'Haïti, aller à l'église haïtienne et, pour Michel, regarder des clips musicaux. Il est né à New York, alors qu'Haïti était encore sous la dictature de Jean-Claude Baby Doc Duvalier. Ses parents avaient quitté Haïti, mais la politique les avait suivis. Au milieu des années 80, Michel a entendu du bruit et sa mère pleurait. Un oncle, le frère de sa mère, partisan de Duvalier, avait été assassiné. Le tireur était un autre oncle, le frère de son père, anti-Duvalier, et d'après ses parents, un agent de la CIA. Sa mission était de tuer le frère de ma mère, raconte Michel. C'est comme ça que je me suis vraiment engagé en politique. Il lui a tiré une balle dans la bouche, quelque part au Panama. C'est sympa ces histoires de famille. Enfant, le meilleur ami de Michel Prasse était Wyclef Jean. Vous m'avez dit, ça se prononce en français, du coup c'est des haïtiens. Donc Wyclef Jean, ça fait trop bizarre. Mais après une année passée ensemble dans un lycée public délabré de Newark, la mère de Prasse l'envoya vivre chez un autre oncle dans la ville voisine de Maplewood, afin qu'il puisse s'inscrire au lycée Columbia, bien financé et favorable aux arts. Le lycée Columbia était un véritable vivier de jeunes talents, et pour valider son option sportive, Michel s'inscrivit à des cours de danse moderne où le fait d'être le seul garçon ne le dérangeait pas. Dès sa seconde, il rêvait déjà de monter un groupe de hip-hop. C'est le début des Fujis. En cours de danse, il entendit parler d'une élève de 3e qui chantait incroyablement bien. Le frère aîné de Lauryn Hill, qui était dans la même classe que Michel, les présenta. Nous sommes allés rencontrer Lauryn chez eux pour demander à sa mère la permission de l'intégrer dans le groupe. Alors quand on l'interroge sur les Fujis, il y a un silence pesant qui s'installe. Avec Wyclef et Lauryn Hill, il a remporté 2 Grammy Awards et 2 MTV Music Awards, vendu plus de 7 millions d'albums de The Score. On pensait qu'on allait percer. On ne savait juste pas si ça allait vraiment se produire. Tout est allé si vite, c'était incroyable. Donc après que The Score les ait propulsés au rang de millionnaires, la magie de leur musique si particulière n'a pas pu se transposer dans la réalité. Depuis, les 3 musiciens ont traversé des drames, individuels et collectifs, faisant davantage parler d'eux pour des réunions avortées que pour de nouveaux morceaux ou des tournées. La dernière en date réussie en Europe remonte à 2005. Depuis, leurs concerts sporadiques ont été désorganisés, chaotique. À l'automne 2021, invoquant la résurgence de la pandémie de Covid-19, les Fujis ont brusquement reporté puis annulé leur tournée de retrouvailles très attendue pour leur 25e anniversaire, quelques jours seulement avant son coup d'envoi. La rumeur courait que les démêlés judiciaires de Michel en étaient la véritable cause, mais il a confié à Rolling Stone que si ces problèmes juridiques avaient bien joué un rôle, l'annulation
était due à diverses complications. C'est devenu un peu compliqué. C'est la vie, je crois qu'on est en bon terme maintenant. Clef et moi, on se parle de temps en temps, il m'envoie des textos, il m'appelle, Laurine et moi, on s'entend bien, tout va bien. Mais évidemment, avec ce que je traverse, je me concentre surtout là-dessus. Donc Michel avait le rôle du personnage sérieux du groupe, le chaperon de deux génies déchaînés, donnant libre cours à leur créativité. En 2006, 10 ans après que le succès de The Score l'ait propulsé du sous-sol de la maison de la belle-mère de Wycliffe à Newark aux appartements de Beverly Hills et de Manhattan, Michel s'est métamorphosé en documentariste. Il a commencé par braquer sa caméra sur le phénomène des sans-abri et s'est attribué le rôle principal. Suivi jour et nuit par une équipe de tournage, il a vécu incognito pendant 9 jours et 9 nuits, dormant sous une tente dans le quartier de Skid Row à Los Angeles. Une fois le tournage terminé, il avait besoin d'une pause bien méritée. Je me suis dit, je ne peux pas rester à Los Angeles. J'ai décidé de passer du temps à New York, dans mon appartement de Park Avenue. Il a donc reçu un appel d'un promoteur de soirée qui lui demandait un service. Pras pourrait-il venir ce soir-là au PM, une boîte de nuit du Meatpacking District, pour divertir un nouveau client fortuné de passage, un individu riche capable de dépenser des sommes considérables dans une ville américaine. Ce client, ce soir-là, était un Malaisien de 24 ans, portant des lunettes, qui ne connaissait aucune célébrité, mais était prêt à payer pour passer du temps avec l'une d'entre elles. Pras explique « D'habitude, je ne vais pas en boîte et je ne fais pas ce genre de truc. Je vais à des événements, mais je ne vais pas en boîte de nuit comme ça, sans raison particulière. Au bout de 20 minutes, c'est un ennui mortel. » Bon, il y avait quand même des traders de Wall Street complètement ivres qui fêtaient leur dernier coup. Le MC du club qui entraînait la foule dans des karaokés sur des tubes pop. C'était énervant, se souvient-il. Soudain, un des banquiers a pris le micro et a annoncé « On est les plus riches du club. » Et hop, des verres pour tout le monde. Le jeune Malaisien, vous avez capté, hein, c'est Jolo, voulait prendre le micro et a remis 20 000 $ en liquide au MC. Jolo est monté sur scène et a enflammé la soirée. En 20 minutes, il avait dépensé ce que Michel estime à environ $1 million, peut-être 1,5 million. Voilà comment j'ai fait la connaissance de Jolo. En fait, le type... Il a vu des petits traders banquiers dire « Allez hop, tournée générale ». Il a voulu faire encore plus. Bon, voilà, ça donnait un petit peu une idée du personnage. C'était le début des extravagances de Jolo, mais il avait déjà repéré une équipe de musiciens, de mannequins et d'acteurs prêts à accepter son argent pour se présenter et sourire. Durant toutes leurs années d'amitié, il n'a jamais accepté d'argent de Jolo pour se produire. Ce qui intéressait Michel Pras à cette époque, c'était un jeune homme politique nommé Barack Obama, dont il était persuadé qu'il deviendrait le prochain président. Il s'était déjà rencontré une fois lorsqu'Obama était sénateur de l'Illinois et Michel avait très tôt perçu le potentiel de cet homme. Il était incroyable avant même que les gens ne le sachent, dit-il. Michel Pras a également parlé d'un rassemblement dans le centre-ville de Los Angeles en 2007 lorsqu'Obama l'a invité à venir à Beverly Hills pour une levée de fonds organisée par l'équipe DreamWorks, composée de Steven Spielberg, David Geffen et Jeffrey Katzenberg. J'ai dit « Ah, je vais faire un don, c'est combien ? 500 $, 1000 $? Et Obama lui a répondu que c'était 40 000 $ par personne. « Ah mince, on se voit à la prochaine », lui a répondu Michel. Suite à ça, Obama lui a dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent. « Viens avec moi, je m'en occupe ». Ce soir-là, il s'est mêlé à une foule élégante de célébrités qui ont récolté 1,3 million de $ pour le futur président lors de l'événement. Michel était ravi. C'est un avocat constitutionnaliste. À l'époque, qui savait ce que ça voulait dire? Ça sonnait sacrément bien. Donc l'admiration était manifestement réciproque. Pendant la campagne de 2008, lorsque les candidats ont publié leur liste de chansons préférées, le choix d'Obama était Ready or Not de l'album The Score. Michel Pras partageait ses convictions avec tous ceux qui voulaient bien l'écouter, y compris le promoteur, qui, selon Michel, les a transmises à son client en Malaisie. Sceptique, Jolo a contacté Michel Pras directement, je lui expliquais mes raisons, je lui faisais tout mon discours, et puis Obama a gagné, et la fois suivante où j'ai eu des nouvelles de Jolo, c'était en 2012. Donc lorsqu'il l'a revu, Jolo avait déjà gravi les échelons du pouvoir avec brio. Pour ce faire, ce diplômé de Wharton avait repéré quelques opportunités clés. Premièrement, des failles critiques dans le système bancaire international. Deuxièmement,
les responsables malaisiens et des pays du Golfe qu'il pouvait corrompre à coups de pots de vin colossaux. Et troisièmement, les banquiers de Goldman Sachs, prêts à fermer les yeux, voire à l'aider, pourvu qu'ils y trouvent leur compte. Son premier coup d'éclat, en septembre 2009, fut de convaincre le conseil d'administration de 1MDB d'investir $1 milliard dans une société de forage saoudienne. Après quelques formalités administratives complexes et un léger travail de persuasion auprès de banquiers soucieux de la conformité, il transféra $700 millions sur un compte bancaire suisse en expliquant vaguement qu'il s'agissait d'un remboursement de prêts détenu par une société indépendante basée aux Seychelles. Le stratagème était volontairement complexe, la société des Seychelles lui appartenait exclusivement et il avait réalisé l'un des plus importants détournements de fonds de tous les temps, selon les informations publiées par Bradley Hope et Tom Wright dans leur livre Billion Dollar Whale. Dès lors, dépenser $1 million dans une boîte de nuit ringarde ne paraissait plus si scandaleux, comme le relate le livre. Jolo a fait de ses extravagances mondaines la toile de fond de son fantasme grandeur nature. De New York à Las Vegas, en passant par Hollywood, il veillait à ce que le champagne coule à flot pour ses amis, tels que DiCaprio, Usher et Jamie Foxx. En 2010, Jolo a financé Red Granite Pictures, une jeune société hollywoodienne dirigée par deux de ses plus proches amis qui ont ouvert leur premier bureau dans le même immeuble de Sunset Strip que la société de production de Leonardo DiCaprio. Pour Michel, un rappeur aisé mais pas richissime, qui nourrissait ses propres ambitions professionnelles, c'était la preuve que Jolo était un ami précieux. Beaucoup de gens étaient attirés par lui, explique Michel. Parce que ce type étale son argent, il profite de la vie, non? Et c'était bien le cas. Durant l'été 2012, alors que Martin Scorsese entamait le tournage du Loup de Wall Street et que Jolo avait acquis une participation de $100 millions dans Sony Music Publishing, il reprit contact avec Michel Prasse pour discuter de son prochain projet. Afin de poursuivre son opération 1MDB, Jolo avait besoin d'influence auprès du gouvernement américain et entrepris de se frayer un chemin à Washington similaire à celui qu'il avait emprunté à Hollywood. Une fois qu'on a mis les pieds dans le monde du divertissement, on s'attaque à la politique. C'est sur la base de ces manœuvres que le ministère de la Justice a établi les accusations portées contre Michel Prasse. Lors de leur première rencontre, Jolo semblait ravi d'avoir un rappeur célèbre à ses côtés. 6 ans plus tard, chacun avait émergé d'une métamorphose. Michel était devenu un documentariste engagé, un investisseur en capital investissement en devenir et un proche collaborateur d'Obama. Jolo, quant à lui, était une figure importante d'Hollywood. Désormais, chacun possédait ce dont l'autre avait besoin. En juin de cette année-là, Michel affirme avoir été invité par Frank White Jr., alors vice-président de la campagne de réélection du président et l'un des principaux collecteurs de fonds d'Obama à un événement privé à Miami. Moyennant $40 000, les donateurs pouvaient y rencontrer le président et échanger avec lui. Informé de l'événement, Jolo s'est immédiatement mis en action et a prévu de rejoindre Michel Prasse à Miami. Après que Jolo lui transférait environ $1 million selon l'acte d'accusation, Michel Prasse a invité ses contacts et a pris en charge leurs dons. Pratiquement tous les aspects de ce stratagème, c'est-à-dire un ressortissant étranger envoyant des contributions politiques aux États-Unis, distribuant cet argent à des amis pour qu'ils donnent en leur nom propre, donc des prête-noms ou donateurs de paille dans le jargon du financement des campagnes électorales, puis trompant l'équipe de campagne sur la provenance des fonds, et tout ça c'était illégal. Selon le ministère de la Justice, Jolo a transféré plus de $21 millions de fonds détournés sur des comptes appartenant à Michel Prasse et à son conseiller financier avant l'élection. Sur cette somme, Michel Prasse a versé environ $1,1 million en son nom propre à un comité d'action politique, PAC, soutenant Obama. Le jour du scrutin, toujours selon l'accusation, Michel Prasse avait distribué $865 000 supplémentaires provenant de l'argent de Jolo à une vingtaine de prête-noms. Donc tous ces événements, ils peuvent être interprétés de plusieurs manières. Pour le ministère de la Justice, Michel Prasse et Jolo ont conspiré pour contourner la loi fédérale contre l'ingérence étrangère afin d'obtenir un accès privilégié à Obama. Selon la défense, les deux hommes ignorant tout des règles complexes régissant la commission électorale fédérale, la FEC, se sont mutuellement instrumentalisés pour atteindre leurs objectifs. Jolo avait appris en Malaisie et au Moyen-Orient que la plupart des politiciens étaient corruptibles et il semblait croire qu'Obama, ou peut-être ses proches,
l'était également. Michel Prasse, quant à lui, souhaitait simplement la victoire d'Obama et l'augmentation de ses collectes de fonds. Michel Prasse n'a pas enfreint intentionnellement la loi de la FEC, a confié une source proche du dossier. Michel Prasse est un homme d'action et lorsqu'on lui a demandé de récupérer 40 000 $ auprès de 20 personnes, il a trouvé le moyen d'y parvenir. Donc à la veille de la réélection d'Obama en 2012, Jolo n'avait toujours pas rencontré le président, mais il s'en rapprochait. Grâce à sa relation naissante avec White, il avait désormais un homme d'une influence rare au sein de la Maison-Blanche. Habitué des dîners d'État, White faisait littéralement partie de la famille présidentielle. Sa sœur est mariée au cousin de Michelle Obama. En 2012, comme l'affirment plusieurs requêtes de la défense, White a guidé Jolo à travers la Maison-Blanche en franchissant les points de contrôle des services secrets. Et grâce à White, Jolo a pu se faire photographier avec le président et la première dame. Et selon ces requêtes, White aurait facilité un paiement de 20 millions de $ pour ce précieux cliché. D'après Michel Prasse, Jolo l'a harcelé pendant des semaines pour obtenir une copie de la photo et lui a ensuite confié qu'il aurait payé 100 millions de $ pour l'acquérir. Cette année-là, alors que son prestige grandissait dans les cercles financiers, du divertissement et politique américain, Jolo semblait capable de tout. Quelques jours avant l'élection de 2012, il organisa une fête d'anniversaire grandiose pour ses 31 ans à Las Vegas, un événement extravagant, même pour lui, même pour Vegas. Kanye West, Busta Rhymes, Q-Tip, Pharrell Williams et la star de la K-pop sud-coréenne Psy, que Jolo avait fait venir spécialement pour l'occasion, se produisirent sur scène. Environ une semaine après la fête d'anniversaire grandiose de Jolo à Las Vegas, un petit groupe s'est réuni dans le Lower Manhattan pour fêter les 38 ans de DiCaprio. Tout le monde était là, De Niro, Beyoncé, Jay-Z, et Jolo était aux anges. Tout allait pour le mieux, se souvient Michel. Alors Jolo m'a regardé d'un air de dire « Il faut qu'on fasse quelque chose pour le nouvel an ». Alors j'ai dit « Tu sais ce qui serait génial si on pouvait fêter le nouvel an 2 fois ». Ils ont discuté des aspects pratiques, de la faisabilité du projet. « Laisse-moi voir », a dit Jolo à Michel. « New York et Los Angeles ne seraient pas possibles, ont-ils réalisé. Alors on est parti en Australie », raconte Michel. Donc Michel Prasse et une cinquantaine d'invités, parmi lesquels DiCaprio, Jamie Foxx, Jonah Hill, ainsi que divers amis et membres de leur famille, s'envolèrent pour Sydney à bord d'un avion de ligne commerciale de 500 places transformé en salon et en boîte de nuit. Alors arrivés à Sydney, ils se rendirent dans un casino où Michel Prasse se souvient que Jolo y perdit 13 millions de $ au baccarat. Les invités avaient le choix entre 2 soirées privées ce soir-là, l'une aux eaux de la ville, l'autre sur un yacht dans la baie de Sydney. Lorsque minuit sonna le 1er janvier 2013, ils débouchèrent le champagne de Jolo et prirent aussitôt le bus pour rejoindre une piste d'atterrissage privée et repartir, replongeant dans le passé. « Écoutez, dit Michel Prasse, quand nous avons quitté l'Australie, le tampon indiquait 2013. À mon retour aux États-Unis, il indiquait 2012. » Donc ouais, ils ont fêté 2 fois du coup le nouvel an. Il avait même un super yacht, Jolo, de 250 millions de $ qu'il avait appelé Equanimity. Long de 91 mètres, il disposait d'une plateforme pour hélicoptère, d'un espace généreux pour 26 invités et d'un équipage d'une trentaine de personnes. Bon, on arrive à l'été 2016, ça va plus trop se danser de la même façon. Le gouvernement américain commence à exercer une pression considérable. Jolo avait connu une belle carrière, mais à Washington, en cette année électorale, l'administration Obama lui réservait un message d'adieu. Le 20 juillet, la procureure générale Loretta Lynch annonça la saisie d'environ 1 milliard de $ d'actifs financés par OneMDB, des biens immobiliers de Los Angeles à Londres, le jet privé de Jolo, un Van Gogh, un Monet, sa participation dans Sony Music, les recettes du film Loup de Wall Street, etc. On en revient à ce que je vous disais donc au début. Ce fut un coup dur, mais loin d'être fatal. Avec une dette de plus de 13 milliards de $ pour OneMDB, Jolo se tourna vers Pékin. Selon le livre Billion Dollar Whale, Jolo voyait dans le gouvernement de Xi Jinping la possibilité d'investissements massifs garantis par l'État pour renflouer son fonds en difficulté. De son côté, le gouvernement chinois voyait en Jolo un émissaire malléable d'un État faible qui avait tenté en vain
de nouer une alliance avec Washington. Le ministère de la Justice a peut-être mis fin à ces festivités américaines, mais Jolo disposait encore de millions de dollars placés dans des banques du monde entier, d'appartements à Hong Kong et à Bangkok, et de son super yacht, l'Equanimity, qui lui permettait d'échapper à leur emprise en attendant sa prochaine opportunité. Il n'allait pas attendre longtemps. Le 8 novembre 2016, Donald Trump arrive au pouvoir. Début 2017, il aurait, ce Jolo, apparemment contacté son ami Michel Prasse et lui a expliqué sa situation délicate. Il avait besoin de quelqu'un de proche de Trump, quelqu'un capable de freiner le ministère de la Justice. Michel Prasse, à son tour, a appelé un ancien contact qui, pensait-il, pourrait avoir des idées. Ceci nous amène à l'étrange série d'événements au cœur de l'acte d'accusation déposé par le gouvernement contre Michel Prasse et Jolo en juin 2021 et de son enquête approfondie sur les autres personnes impliquées. Les accusations peuvent se résumer ainsi. Jolo et Michel Prasse ont organisé un groupe hétéroclite de citoyens américains qui, moyennant plusieurs millions de dollars provenant de 1MDB, ont accepté de faire du lobbying auprès de l'administration Trump pour le compte de Jolo avant de se mettre à faire du lobbying pour le compte de la Chine. Pour son rôle dans ce complot, Michel Prasse a donc été inculpé de 11 infractions pénales, notamment fraude au financement de campagne, subornation de témoins, violation de la loi FARA et agissement en tant qu'agent d'un gouvernement étranger. Ils ont cru qu'il bossait pour la Chine, quoi. L'accusation poursuit. Pour aider Jolo à résoudre ses problèmes juridiques, Michel Prasse a contacté donc Nikki Loom Davis, une vieille amie, productrice de télévision et donatrice républicaine engagée. Cette Davis, à son tour, a pris contact avec Elliot Broidy, vice-président du comité de victoire de Trump et malgré sa condamnation pour corruption en 2009, vice-président adjoint aux finances du comité national républicain. En 2017, le groupe a rédigé un contrat pour s'assurer les services de Broidy afin de faire pression sur le ministère de la Justice en faveur de Jolo. 8 millions de dollars d'acompte pour Broidy, 75 millions si l'affaire était réglée en 6 mois et 50 millions si cela prenait 1 an. Ensuite, ce beau monde s'est envolé pour Bangkok. Broidy assura à Jolo qu'il ferait pression sur l'administration Trump pour mettre fin aux enquêtes et aux saisies d'avoirs. Il demanda ensuite à Jolo si ses honoraires risquaient également d'être saisis par le ministère de la Justice. Pas de souci, avait répondu Jolo. Il avait des amis qui s'en chargeraient. Jolo a fait miroiter de l'argent à tous les Américains proches de Trump qu'il a pu trouver. Selon l'acte d'accusation, environ 2 semaines après leur voyage à Bangkok, Broidy, Michel Prasse et Davis se sont rendus à Hong Kong pour rencontrer à nouveau Jolo. À leur arrivée, ils ont été conduits à Shenzhen, en Chine, où ils ont trouvé Jolo accompagné d'un responsable du gouvernement chinois, identifié par d'autres sources comme étant le vice-ministre de la sécurité publique Sun Lijun. Ce dernier a demandé à Broidy s'il pouvait persuader la Maison-Blanche d'extrader le riche milliardaire fugitif Guo Wengui, j'espère que je prononce bien tous les noms, désolé, qui critiquait et provoquait publiquement Pékin depuis des années. Lijun a indiqué aux 3 Américains qu'ils se rendraient prochainement à Washington pour discuter du cas Guo avec de hauts responsables de l'administration Trump. Broidy l'a assuré qu'il organiserait ces rencontres à la Maison-Blanche. Des semaines plus tard, et de façon tout à fait improbable, Michel Prasse apprit que Broidy n'avait jamais donné suite. Lee Jun était furieux, on lui avait refusé la rencontre avec l'administration Trump que Broidy lui avait promise. Cette annulation de dernière minute n'était que le dernier exemple du mépris américain. La Chine exigeait que le gouvernement américain lui livre Guo Wengui et le procureur général des États-Unis Jeff Sessions voulait que Lee Jun renvoie 3 Américains détenus, dont une jeune citoyenne américaine enceinte. Alors là, après, il se passe des choses très compliquées. Je vais vous perdre complètement là pour le coup. Du coup, pour le gouvernement, la volonté de Michel Prasse de discuter de certains sujets avec des hommes politiques chinois constituait la preuve d'un complot qui pourrait donc l'envoyer en prison à ce moment-là, puisqu'on sait que maintenant il y est, pour des décennies. Donc la question fondamentale dans toute cette affaire, c'est est-ce que Prasse a agi en criminel conscient, violant délibérément les lois sur le financement des campagnes
campagne électorale, omettant volontairement de s'inscrire au FARA et agissant de son plein gré comme agent chinois? Était-il un artiste attiré par l'argent de Jolo dans des situations qu'il ne maîtrisait pas pleinement? Lorsque les enjeux étaient les plus importants, pourquoi et pour qui a-t-il milité? Et tout ça, il répond: avant, je m'y intéressais de loin. Je n'aurais jamais imaginé me consacrer pleinement à la politique. J'ai compris que ce n'était pas pour moi. Le problème avec la politique, c'est que les politiciens sont plus corrompus que les autres. Quel intérêt aurais-je à enfreindre la loi? Ça n'en vaut pas la peine. Je suis comme un paria maintenant. J'ai des amis qui refusent de me parler, persuadés qu'un satellite les écoute. Et donc ensuite on en arrivait à avril 2023, où là donc c'était le procès. Et il y a donc DiCaprio qui est venu témoigner le 3 avril 2023. Alors il a captivé les jurés en racontant les fêtes décadentes financées par Jolo. Et donc suite à ce procès, un jury fédéral a reconnu Pras Michel coupable de 10 chefs d'accusation, dont complot et activité d'agents non déclarés d'un gouvernement étranger pour son rôle dans une campagne illégale d'influence menée par un financier malaisien au cœur d'un scandale de corruption. Donc la sentence n'avait pas encore été prononcée depuis le temps, parce que là le procès donc c'était avril 2023 et c'est donc là novembre 2025 que Pras Michel a été condamné donc le 20 novembre à 14 ans de prison. Les procureurs du ministère de la Justice ont déclaré que les directives fédérales en matière de détermination des peines recommandaient la réclusion à perpétuité pour Michel Pras, l'accusant d'avoir trahi son pays par appât du gain et d'avoir menti sans scrupule et avec acharnement pour mener à bien ses projets. Sa peine doit refléter l'ampleur et la gravité de ses crimes, son indifférence aux risques encourus par son pays et l'immensité de son avidité. Alors, l'avocat de la défense a déclaré que la peine de 14 ans infligée à son client était totalement disproportionnée à l'infraction et que donc il fera appel de sa condamnation et de sa peine. Une peine de réclusion à perpétuité serait une sanction absurdement sévère pour Michel, étant donné qu'elle est généralement réservée aux terroristes les plus dangereux et aux chefs de cartel de la drogue, ont déclaré donc ses avocats. 14 ans. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que oui, quand on l'écoute, oui, il a pas tout compris, quoi, ce qui s'est passé, c'était de la bonne foi, etc. Est-ce que vraiment il s'est pas rendu compte qu'il se mettait dans une mouise, mais une mouise. Oh là 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 là, je sais pas. Oui, il voulait que Obama passe et tout, et puis après il est pote avec Jolo qui lui présente des gars, des milliardaires chinois, et il faut que tu nous aides à rencontrer un tel au gouvernement qui est proche de Trump parce que ce gars-là, on veut plus qu'il y ait Interpol sur son dos et tout. À un moment donné aussi, j'ai envie de dire, Michel, tu voyais pas que ça puait tout ça? Faut pas s'approcher de la politique. C'est vraiment un milieu où tu finis en tôle en fait. Voilà, c'est pas bon. Il était pas assez... il était pas assez riche pour s'en sortir. Jolo, il est riche, mais il a tout volé. Bon, mais non, il pouvait pas se permettre de se retrouver dans une telle mouise. Donc, je vous avoue que je crois qu'il est de bonne foi, hein, mais je pense quand même qu'il savait que ce qu'il faisait c'était louche et qu'il s'est dit bon, c'est pas grave quoi, c'est pas méchant. Je pense pas qu'il avait l'ampleur de la gravité de la situation, mais je pense que quand même il était pas neuneux à ce point-là. Vous voyez bien que ce qu'il faisait c'était chelou. Sur ce, je vous laisse. Désolée, c'était une vidéo compliquée, nanana. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les trucs comme ça, un peu polar, célébrité et tout. Bon bah voilà, vous avez été servis là-dedans. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Ciao. Like.